Bien le bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Donc c'est une leçon introductive à l'explication du chevalier double. D'accord, on va parler vraiment d'analyse. Bon, maintenant c'est Tawfiq Bleichi avec vous de la chaîne Tawfiq Animation. Alors la première chose que nous allons voir c'est expliquer ce que c'est que le fantastique. Donc le fantastique c'est un courant littéraire. Donc, quand est-ce qu'on dit d'une œuvre, que ce soit une nouvelle, un roman ou bien n'importe quoi, quand est-ce qu'on dit d'elle qu'elle est fantastique? Eh bien, alors, dans le fantastique, la visée globale du fantastique, le but essentiel du fantastique, c'est quoi? C'est introduire le surnaturel, le surréel dans la réalité. Alors généralement, on a le début de l'œuvre, c'est un décor réaliste, d'accord? Il n'y a rien qui dépasse le naturel, le réel. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'œuvre, on commence à voir quelque chose de surnaturel qui s'insère, qui s'introduit, d'accord? Et qui commence à dominer de plus en plus. À la fin, on a vraiment la présence du fantastique très réelle. Donc au début, pas de fantastique, pas de surnaturel. Ensuite, le surnaturel est à peu près impalpable et il commence à s'installer de plus en plus, évidemment, jusqu'à devenir dominant à la fin de l'œuvre. Donc, dans le surnaturel, ce qui est fantastique, donc je m'excuse, dans le fantastique, ce qui est surnaturel est objet de doute et d'incertitude, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'œuvre, on veut y croire, on ne veut pas y croire. On veut croire que c'est quelque chose qui dépasse la réalité, mais on veut aussi garder l'esprit cartésien et se dire que non, tout ce qui existe dans le monde, c'est ce qui est logique, ce qui est réel, d'accord, ce que la raison humaine peut saisir. Bon, parmi les caractéristiques essentielles du fantastique, on trouve un décor inquiétant. Oui, ce décor est vraiment, il est vraisemblable, surtout au début, mais il est inquiétant. D'accord? Il a quelque chose d'apeurant. On ne se sent pas en sécurité dans un tel décor. Et lorsque nous allons voir l'œuvre, le chevalier double, nous allons par exemple voir la description du lieu, par exemple une forêt de sapins qui a vraiment une description qui nous laisse une impression d'incertitude et d'insécurité. Bon. Et on a aussi la description du temps, par exemple, une nuit de tempête, et cette tempête est vraiment présentée comme étant l'œuvre de démons et de créatures surnaturelles. Le récit démarre dans le naturel pour chavirer, pour tomber dans le surnaturel. Je m'excuse, c'est le problème de la vision. Si je m'attarde à lire les phrases, c'est pour ça. Je crois que vous commencez à me connaître maintenant. Donc, le surnaturel fait l'objet d'incertitude et de doute. On a déjà vu ça. Donc, généralement, on reste sur son doute jusqu'à la fin. D'accord? Et généralement, le héros du récit ne sort pas vainqueur. D'accord? À la fin, il y a toujours le surnaturel qui a le dernier mot. Alors, je peux vous donner un exemple. La plupart des films d'horreur, d'épouvante que vous voyez, ce sont des films fantastiques. Et vous voyez par exemple un monstre dans le film, les personnages se battent contre, ils arrivent à le vaincre, ça y est, il est mort, mais à la dernière image que vous allez voir, dans la dernière séquence du film, vous allez voir ou bien ce monstre a un enfant, il laisse un œuf qui va éclore, ou bien, d'accord, donc, ou bien, d'accord, c'est un, par exemple, c'est un démon
qui possède les gens, et à la fin vous voyez une personne parmi les personnes qui étaient en présence avec ce démon qui a été vaincu. Vous voyez cette personne avec des yeux qui s'allument en rouge pour vous montrer que ce démon n'est pas mort. Donc même si on a une fin à la fin heureuse, on revient et on laisse le lecteur sur son doute. Non, on n'est pas arrivé à vaincre ce surnaturel. Bien. Les modalisateurs de l'incertitude, d'accord. Les modalisateurs, la modalisation, c'est une leçon d'acte de langue. Donc, les modalisateurs, c'est ce qui permet de prendre le récit au compte de l'auteur, d'accord. L'auteur, qu'est-ce qu'il utilise pour marquer sa présence dans son récit? Vous avez par exemple les marqueurs d'incertitude, de certitude, vous avez les verbes de penser, vous avez les sentiments, donc tout ça, on les appelle des modalisateurs. Donc on trouve beaucoup les modalisateurs de l'incertitude. Vous pouvez aussi ajouter de la peur. Je crois que, oui, voilà, je l'ai écrit ici. Bon, pour les figures de style, on a surtout des personnifications, d'accord? Pourquoi? Parce que les personnifications donnent vie aux objets. Donc les arbres deviennent des monstres, ils deviennent vivants, ils font peur, ils ne sont plus des entités immobiles, des entités inhumaines. On a les champs lexicaux du mystère. On a dit on reste sur sa fin jusqu'à la fin, on n'arrive pas à expliquer, d'accord, l'inexplicable. De l'étrange, je m'excuse, de la peur. Bon, on passe maintenant au schéma narratif. Oui, on appelle ça une citation. Lorsqu'on cite un titre, on ne dit pas du chevalier double. Normalement, c'est une erreur de dire du chevalier double, même si on a l'habitude de le dire. D'accord? Donc, normalement, on dit de, et on cite le titre, entre guillemets, de le chevalier double. La situation initiale. D'accord? Donc, tout d'abord, permettez-moi, d'accord, de vous parler de ce qu'on appelle un début, in, media, re ou bien res. D'accord? Donc, en français, ça, c'est un mot latin. Et en français, ça signifie dans le feu de l'action. Bien, alors je m'excuse. Bien. C'est quoi un début immédiat? C'est lorsque la narration ne commence pas par la situation initiale. Lorsque l'auteur commence par un événement, soit de l'événement perturbateur, soit des péripéties, soit du dénouement, d'accord? Donc, et avec un flashback, il retourne en arrière pour nous reparler du début du récit. Donc, ici, Edwige est en train de pleurer. En vous expliquant l'œuvre, on va comprendre la raison de ses pleurs. Mais la raison de ses pleurs va venir plus tard. Donc, cet événement-là, Edwige en train de pleurer, il appartient à la troisième étape. Il appartient à l'étape des péripéties. Donc, l'auteur a commencé par les péripéties. Et il va dire, quelques mois plus tôt, pour faire un flashback, pour retourner au début. Dans ce début, il va nous parler aussi, d'accord, dans le début de l'œuvre, qui ne commence pas par les situations initiales, il va nous dire quelques éléments de la situation initiale qu'on va voir ici, d'accord. Donc, Edwige et son mari, Edwige c'est la femme, son mari le comte Lodbrog, ce sont des Norvégiens, ils n'ont pas d'enfants. D'accord? Donc ça, c'est la situation initiale, c'est la situation d'équilibre, c'est comme ça que vivait cette famille. D'accord? L'événement perturbateur, un étranger de Bohême, c'est un mot fictif,
normalement les bohémiens, ce sont les artistes des rues, les gitans. Si vous connaissez ce mot, ce sont des gens dans le passé qui avaient des charrettes, des carrosses, qui passaient de village en village pour faire des spectacles. Des spectacles de danse, de chant, de cirque, et aussi il y avait la présence des voyants et des voyantes, la présence des magiciens. C'est pour cela qu'on craignait beaucoup les bohémiens. Les bohémiens ou bien les gitans, on avait peur d'eux. Et dans ce texte, il raconte un texte sur un bohémien qui a un regard ensorceleur, un regard qui arrive à jeter des sorts sur les gens, un regard plein de magie. D'accord. Donc, alors, maintenant, par une nuit de tempête, cet étranger arrive. Il va rester quelques jours, il est maléfique, d'accord, il fait du mal, surtout, d'accord, son regard. Il a un regard très maléfique. Bon. Alors, maintenant, permettez-moi aussi de vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de ce qu'on appelle bien. Alors, si des Français m'écoutent, ils vont entendre un mot qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Ils vont m'entendre dire l'incipit. En France, on dit surtout incipit. Alors, incipit, c'est le mot en latin, et l'incipit, c'est le mot en français. D'accord. Les deux prononciations sont justes. Nous, dans le nord de l'Afrique, Maroc, Algérie et le reste, nous disons incipit. La plupart des gens ne connaissent même pas l'existence d'une prononciation qui prend la forme de incipit. Et les Français, ils sont surpris lorsqu'ils rencontrent un Marocain ou bien qui leur dit incipit. Mais je rappelle, les deux prononciations sont justes. Chaque personne dit les choses comme elle a l'habitude de les dire. Alors, même si je veux commencer à dire incipit, donc je vais oublier, je vais dire incipit. Alors, je ne me donne même pas la peine, je prononce incipit. Quand pour les Français, ils comprennent incipit. Bon, maintenant, l'incipit, c'est, donc je vais l'expliquer tout simplement comme ça, d'une façon très simple, c'est tout, alors, c'est tout début, alors je m'excuse, parfois il y a vraiment tout début de narration. D'accord? Situation initiale, c'est le début, c'est le début des événements. D'accord? Il me manque un petit S. Bon, voilà. Donc, dans l'incipit, c'est tout début de narration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les premières lignes de tout récit ou bien les premières pages de tout récit. C'est avec quoi l'auteur commence son récit. Qu'il le commence par la situation initiale ou bien qu'il le commence in media res ou bien. Donc, on a toujours le début d'une œuvre, les premières lignes ou bien les premiers paragraphes, ou bien première page parfois si on a une très longue œuvre, c'est un incipit ou un incipit. Donc, maintenant, pour la situation initiale, non, c'est le début des événements. C'est la situation d'équilibre avant l'événement perturbateur, avant que ne commencent vraiment les événements. Et bien sûr, vous le savez, toutes les œuvres ne commencent pas par une situation initiale. Par exemple, cette œuvre qu'on a devant les yeux ne commence pas par une situation initiale. Donc, je crois que cela suffit. Nous passons maintenant aux péripéties. D'accord? À cause de son regard, c'est-à-dire du regard de l'étranger, Edwige tombe enceinte. Donc, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Maintenant, elle est enceinte. Okay. Mais regardez, c'est une œuvre fantastique. Elle n'est
pas enceinte parce qu'elle a eu une relation avec l'étranger. Non. Elle est enceinte à cause du regard de l'étranger. Mais devient triste et perd le goût de vivre. Alors normalement, Edwige, son plus grand désir était d'avoir un enfant. Maintenant qu'elle aura un enfant, elle est très triste et elle a perdu le goût de vivre. Donc là, nous commençons vraiment, avec la venue de l'étranger, le fantastique commence à s'insérer. Chose qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Elle a un enfant, Oluf, d'accord, il voit dans l'horoscope, c'est-à-dire dans les étoiles, il voit que cet enfant est né avec une double étoile, verte et rouge. Et il aura en lui bonté et méchanceté. En grandissant, il fait le malheur, donc lorsqu'il dépasse la quinzaine, il va vers la vingtaine, il fait le malheur de toutes les femmes qui le connaissent. Certaines meurent, les autres sont tristes, sont malheureuses. Bon, alors, je suis revenu en arrière au lieu d'avancer en avant. Donc, il entreprend un pénible voyage pour aller voir une fille qu'il aime. Elle s'appelle Brenda. Alors, cette Brenda est aussi fantastique. C'est le contraire de l'étranger. Bon, elle peut voir le double d'Oluf. Oluf est né sous une double étoile, j'ai oublié de vous dire ça. Donc, il est double. Il a deux personnalités. D'accord ? Il a en lui un chevalier vert et un chevalier rouge, si vous voulez. Le chevalier vert est très bon, le chevalier rouge est très mauvais. D'accord ? Et c'est pour cela que les femmes qui connaissaient Oluf étaient malheureuses, c'est à cause de l'influence du chevalier rouge. Bon, le chevalier rouge accompagne toujours Oluf, mais personne ne le voit, même pas Oluf. D'accord ? Et Brenda arrive à le voir. D'accord ? Donc, elle lui dit que ce chevalier l'accompagne toujours. Et elle refuse d'être avec lui à moins qu'il ne se débarrasse de cet étranger. Il lui dit, si tu te débarrasses de lui, bon d'accord, mais si tu ne te débarrasses pas de lui, je ne peux pas appartenir à deux hommes. D'accord ? Donc, elle lui dit, bien sûr, d'affronter son double et de revenir la voir. Sur le chemin de retour, il rencontre son double et l'affronte, il arrive à, c'est le dénouement. Donc, alors, vous m'excuserez, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit, j'ai pas écrit, j'ai vu souligné en rouge et j'ai fait une correction automatique avec PowerPoint et parfois ce n'est pas une bonne idée comme ici. Alors, bien sûr, la quatrième étape, c'est dénouement. D'accord ? Oui, mettons-la ici. Bien, voilà. Donc, dénouement. Oluf arrive à vaincre son double. Et son double disparaît. Situation finale, il ramène Brenda avec lui. Situation finale, bien sûr, c'est toujours ce qui se passe après. Le dénouement. Le dénouement, c'est la solution. La solution, Oluf se débarrasse de son double. Sa vie après le dénouement, le retour à l'équilibre, c'est qu'il ramène avec lui Brenda. On comprend qu'il va se marier avec elle. Bien, alors s'il vous plaît, il y a quelque chose dont je dois parler avec vous, c'est une question de genre. Alors, le tronc commun au Maroc, on vous présente le chevalier double comme une nouvelle fantastique, mais j'opte plutôt pour un conte fantastique. Donc, pourquoi ? Parce que les caractéristiques du conte sont plus nombreuses que les caractéristiques de la nouvelle. Donc, quelles sont les caractéristiques du conte ? Donc, premièrement, le conte
il n'y a pas de doute sur le merveilleux. On sait que c'est quelque chose de merveilleux. D'accord. Et ici, l'auteur nous dit à la fin que celui qui lui a raconté cette histoire, c'est un cygne, c'est un oiseau. D'accord. Et bien sûr, personne ne peut, d'accord, se dire, ah oui, c'est peut-être qu'un oiseau a raconté cette histoire. On sait que c'est magnifique. Ensuite, le fantastique, on a dit, il y a toujours, bien, presque toujours, subsistance du mystère, de l'énigme sur le fantastique. Oui, on a le fantastique ici, mais on a le conte. Pourquoi? Parce que la fin est heureuse. Et la plupart des contes ont une fin heureuse, alors que la plupart des nouvelles ont une fin, comme on a dit, avec des fêtes du héros. Il y a l'outil magique et il y a surtout la moralité. L'outil magique, dans un conte, on trouve toujours un outil magique qui va aider le personnage. C'est un animal ou bien un objet ou bien ici, le cheval et les chiens de l'auteur combattent comme lui. Donc son cheval, c'est normal de trouver que les chiens combattent les chiens, mais c'est pas normal de voir que le cheval combat le cheval. Donc dans cet affrontement entre Oluf et son double, Oluf se bat avec son double, son cheval se bat avec le cheval du double, et ses chiens se battent contre les chiens du double. D'accord. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui se rapproche de l'auxiliaire magique. Et à la fin, la moralité, eh bien, la moralité, la leçon qu'on tire du récit, on ne trouve pas cela dans une nouvelle, on le trouve dans un conte, et c'est explicitement dit par l'auteur à la fin. Il donne des conseils aux jeunes femmes de ne pas, regarder les bohémiens, aux jeunes filles de ne pas se fier aux gens qui ont une étoile rouge, mais plutôt, d'avoir une inclinaison à ceux qui ont une étoile verte. Nous, il nous demande, si on a un double en nous, il nous demande de l'affronter et de le défaire, de le vaincre. Et bien sûr, donc, alors, vous voyez avec moi que c'est plus un conte qu'une nouvelle. Sur ce, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine.